De 1978 à 1990, des corps de femmes vont être trouvés très régulièrement un peu partout en Ukraine. Mais pas seulement des corps de femmes, mais également des corps d'adolescentes, d'ados, d'enfants, mutilés de façon horrible, avec des caractéristiques similaires à chaque fois. Les enquêteurs vont se plonger dans une enquête qui va les mener tout droit vers l'horreur, mais également vers une dépression sévère pour la plupart, puisqu'ils vont mettre des années avant d'avoir la moindre piste et des années avant d'arrêter le tueur. Considéré comme l'un des pires tueurs en série qu'ait connu l'Ukraine et la Russie, la personne dont on va parler aujourd'hui aura commis un nombre inconsidérable de victimes et aura une histoire juste incroyable. Mais avant tout, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler d'une histoire d'un tueur en série, la vidéo va être conséquente, j'ai énormément de notes, vraiment je peux pas tout vous montrer mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire sur cette personne. Je remercie Brune dans mes abonnés, dans les commentaires, qui m'a suggéré cette histoire. Je ne la connaissais pas du tout, j'ai commencé à me renseigner et je l'ai trouvée juste incroyable. Pas dans le bon sens bien évidemment, les tueurs en série c'est jamais incroyable dans le bon sens, mais très intéressante. Surtout que ça soulève pas mal de problèmes de société à cette époque-là, donc j'ai trouvé hyper intéressante de vous la raconter. Je ne la connaissais pas, je l'avais jamais entendue, donc peut-être que c'est une histoire que vous ne connaîtrez pas non plus. Sur ce, installez-vous bien confortablement, mangez en même temps, il n'y aura pas de souci. Prenez un truc à grignoter parce que la vidéo risque d'être très longue. Et sur ce, écoutez, c'est parti pour l'histoire du jour. Depuis maintenant 12 ans, en Ukraine, un tueur sévit. Pendant très longtemps, les policiers refusaient de croire à l'existence d'un tueur en série, puisqu'à cette époque-là, les mentalités étaient bien différentes d'aujourd'hui. Et pour eux, les tueurs en série n'existaient que dans les pays occidentaux, dégénérés et capitalistes. Donc quand les corps vont commencer à s'entasser, le nombre de victimes augmenter, eh bien ils vont tout faire pour pas prendre en compte le fait qu'un tueur en série existe et que ce sont des crimes isolés. À l'époque, c'était très souvent le cas des crimes, des meurtres arrivaient à cause de l'alcool, des familles, des tueurs opportunistes. Ça arrivait régulièrement, donc ils mettaient tout sur ce comble-là. Malheureusement, cette pensée va les hanter beaucoup trop longtemps et va justement leur empêcher de voir tout simplement ce qui se passait sous leurs yeux. Le problème principal pour les enquêteurs, pour se dire d'ailleurs que c'est un tueur en série, c'est que malgré le fait que le mode opératoire est constamment le même, eh bien les victimes ne sont jamais pareilles. En général, un tueur en série a des victimes types, des femmes, souvent avec des caractéristiques physiques qui se ressemblent, ou des généralités dans leur profession ou alors dans leur environnement social, des hommes, des adolescents, etc. Il y a des catégories que les personnes, les tueurs en série aiment cibler. Dans ce cas précis, c'est pas le cas. Le tueur s'attaque autant à des adolescentes de 10 à 16-17 ans qu'à des femmes adultes, qu'à également des enfants de 7, 8, 9 ans. À ce moment-là, la police ne peut pas considérer que c'est la même personne. Cet entêtement va durer beaucoup trop longtemps. Un seul homme verra tout de suite que c'est un tueur en série qui est en jeu, et c'est grâce à cet homme qui ne lâchera rien durant des années que le tueur en série sera appréhendé. Mais avant tout, on va faire un bond en arrière et remonter en 1936, le 16 octobre 1936 pour être précise, où un jeune homme va voir le jour pour la première fois. Ce jeune homme s'appelle Andrei Chikatilo. Alors là, pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez de qui on parle. Sinon, laissez-moi vous raconter sa vie, son histoire et son parcours. Andrei voit le jour le 16 octobre 1936 dans un tout petit village de l'oblast de Soumy en République socialiste soviétique d'Ukraine. Il va naître déjà avec un problème de santé assez conséquent, une hydrocéphalie, c'est-à-dire qu'il a de l'eau au niveau du cerveau, ce qui va faire gonfler sa tête et le déformer. Ses parents, Anna et Roman, sont tous deux ouvriers dans des fermes collectives dans le village. Ils vivaient pauvrement, dans la précarité, et vivaient dans une toute petite maison d'une seule pièce où tout le monde s'entassait à l'intérieur. Le village où ils vivaient faisait partie d'un grand ensemble de fermes collectives et tous vivaient à ce moment-là dans la précarité. Il faut savoir que dans les années 30,
l'ex-Union soviétique a connu des grandes périodes de famine, et particulièrement en Ukraine. Après que Staline ait imposé la collectivisation de l'agriculture et la réquisition des denrées alimentaires vers la Russie, les famines se sont aggravées et la précarité des personnes travaillant dans les fermes s'est dégradée fortement. À ce moment-là, les fermes collectives étaient obligées de donner à l'État tous les produits de leur production agricole, à l'exception évidemment de ceux de première nécessité, qui eux étaient redistribués aux populations urbaines. Ce qui fait que les gens travaillaient continuellement dans des fermes mais n'avaient pas de quoi se nourrir puisqu'ils étaient constamment en train d'envoyer ce qu'ils récoltaient en Russie. On a estimé à ce moment-là qu'entre 3 et 5 millions de personnes sont décédées suite à la famine en Ukraine, ce qui est énorme. La faim était tellement présente dans les villages ruraux, tellement omniprésente, que les populations à ce moment-là, désespérées de pouvoir manger, allaient jusqu'à prélever de la chair sur les cadavres qui jonchaient les rues, des morts de faim mais également de la guerre bien plus tard, et récolter la chair humaine pour pouvoir la manger ou la vendre et se faire quelques pièces. On en était arrivé à ce stade-là. Pour que vous imaginez un peu l'ambiance dans ce village, en tout cas à ce moment-là, on en était arrivé où les gens allaient se servir sur des cadavres dehors. Sans surprise, les enfants vivant dans ces villages-là à cette époque étaient traumatisés. Ils sortaient de chez eux, la vision qu'ils avaient, c'était des corps dans la rue en train de se décomposer, mais également des corps où il manquait beaucoup de morceaux de chair, donc des corps déchiquetés, un peu partout. Une odeur nauséabonde régnait dans les villages, vous imaginez bien avec des corps qui se décomposent quasiment tout le temps dans les rues. C'est dans ces conditions que Andrei va grandir dans ce village. Mais il faut savoir qu'il dira plus tard que la vision des corps qu'il voyait dehors l'effrayait, ça c'est sûr, mais l'excitait un petit peu. À ce moment-là, il avait 10 ans quand il s'est rendu compte que la vision de cadavres et la vision de mort étaient excitantes pour lui. À 10 ans. Donc sa famille, comme beaucoup d'autres dans le village, souffrait de la faim et ne mangeait pas à leur faim. Plus tard, Andrei avouera même qu'il n'a pas goûté de pain avant l'âge de 12 ans, ajoutant même que sa famille et lui, pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir un peu d'aliments dans le ventre, devaient manger des feuilles et de l'herbe pour pouvoir se substanter. Et ses parents vont même lui raconter qu'à l'époque, Andrei avait un grand frère qui s'appelait Stéphane, qu'il n'a jamais connu, et il lui raconte qu'il ne l'a jamais connu parce que son grand frère a été enlevé par ses voisins dans le but de le manger. Donc son frère serait mort sous la coupe de ses voisins pour être dévoré par ces derniers. Malheureusement, il n'y a rien qui va corroborer cette histoire, puisque rien ne sera retrouvé du côté en tout cas administratif sur la naissance d'un certain Stéphane dans sa famille, mais peut-être qu'à cette époque aussi, les dossiers se perdaient. Peut-être que Stéphane a réellement existé, ou peut-être pas. On ne sait pas si cette histoire est réelle, ou si ses parents ont inventé l'histoire auprès d'Andrei pour l'effrayer et éviter de traîner dans les rues à ce moment-là. Au sujet de cette période, quand Andrei va être interrogé sur sa vie, il dira, je cite, « Beaucoup de gens sont devenus fous, ont attaqué des gens, ont mangé des gens, ils ont attrapé mon frère qui avait 10 ans et l'ont mangé. » Donc pour résumer, l'enfance d'Andrei se résume à la guerre, puisque à ce moment-là, la Seconde Guerre mondiale va éclater, des bombes vont retentir en Ukraine également, et les corps qui jonchaient déjà fortement les rues à cause de la famine vont être accentués par la guerre. Donc ça va être évidemment la guerre, la famine, mais également beaucoup de moqueries. Car il faut savoir que le père d'Andrei va être fait prisonnier durant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands et envoyé dans les camps. Le problème, c'est que dans la société soviétique de l'époque, la capture de quelqu'un qui était envoyé dans les camps ne suscitait absolument pas d'empathie. Bien au contraire. Nous, dans notre histoire, quand on entend parler des gens qui sont partis dans des camps de concentration en Allemagne, évidemment, c'est une histoire extrêmement tragique et c'est horrible. En Union soviétique, c'était pas le cas. Pour eux, ils considéraient que si vous avez été arrêté par l'Allemagne, c'est votre faute parce que vous les avez laissés faire. Donc son père va être considéré comme un traître aux yeux de l'Union soviétique. Et le fait que son père soit considéré comme un traître va forcément influer sur la vision du village, sur la famille d'Andrei et lui-même. Et d'ailleurs, il faut savoir que quand le père d'Andrei va être libéré des camps d'Allemagne, eh bien, puisque pour l'Union soviétique il était considéré comme un traître, il sera envoyé au goulag en Russie. Parce que, il faut le punir. Il sera libéré uniquement en 1949 et rentrera chez lui à ce moment-là. En conséquence de tout ça, Andrei va être régulièrement, quasiment quotidiennement, harcelé, humilié, battu, moqué par tous les camarades de son âge, mais même les adultes présents dans son village. Son père étant absent, Andrei va être principalement élevé par sa mère, qui s'avère être une femme plutôt sévère, autoritaire. Pour rappel, la famille d'Andrei vit dans une maison minuscule qui comporte une seule pièce,
Et c'est pourquoi Andrei et sa mère vont partager quasiment tout le temps le même lit. Et pour rappel également, Andrei est atteint d'encéphalie, donc de l'eau dans son crâne, et en fait ça va causer malheureusement le fait que Andrei va mouiller son lit très tardivement. Au lieu d'essayer de faire comprendre à Andrei et de comprendre un peu le problème, puisque malheureusement son fils est atteint d'une maladie, sa mère, Anna, va être extrêmement dure avec lui, le battant régulièrement à cause du fait qu'il mouille le lit, et ça n'arrangera évidemment pas les choses. En 1943, Andrei va avoir une petite sœur, Anna va donner vie à une petite fille. Son papa n'étant pas là, évidemment, on se demanderait comment. Eh bien, il faut savoir qu'à l'époque, les soldats allemands, très régulièrement, violaient des femmes dans les villages qu'ils occupaient. Et ça va naître, sa sœur naîtra d'un viol. Quand sa sœur Tatiana naîtra, à ce moment-là, Andrei aura à peu près 8 ans. À cause de tout ça, des moqueries et de tout ce qui se passe dans la vie d'Andrei à ce moment-là, Andrei passera son enfance, en tout cas une grande partie de son enfance, isolé et seul, ressassant des fantasmes de plus en plus pervers dans sa tête. Rapidement, il va devenir plutôt timide, sensible et encore plus moqué à cause de ça. Mais par contre, à l'école, Andrei est un enfant extrêmement studieux. Il veut y arriver, il se donne les moyens, il écoute en classe, ses profs sont plutôt contents de lui, mais par contre, à la maison, c'est tout l'inverse. Malgré le fait qu'il ramène des bonnes notes et qu'il prenne du temps pour étudier, sa mère reste extrêmement dure et passe son temps à le réprimander pour tout et rien. Sa colère va naître à ce moment-là, en tout cas sa sœur plus tard dira qu'elle pense que Andrei était très malheureux enfant et que la colère qu'il a en lui, il a commencé à la développer réellement à ce moment-là. Parce que il avait beau faire tout ce qu'il pouvait pour faire les choses bien, et bien sa mère lui reprochait continuellement des choses. Et c'est à ce moment-là de sa vie où Andrei va commencer à développer une sorte d'habitude assez étrange. Il va commencer à imaginer dans sa tête des scènes de torture plus ou moins extrêmes pour faire passer sa colère. Il va imaginer sa mère dans des scènes atroces, il va commencer à dessiner aussi des scènes de torture, et ça va être vraiment quelque chose qu'il va faire quotidiennement, d'imaginer ce genre de scènes de façon naturelle. Quand il va arriver à l'âge de la puberté, Andrei va très vite se rendre compte qu'il n'est pas comme les autres garçons. Les autres garçons commencent à s'intéresser aux filles, parlent ouvertement de sexualité, mais lui se rend compte qu'il y a un truc qui marche pas en bas. Il n'arrive pas à faire comme les autres garçons et va se rendre compte que tout simplement il est impuissant. Andrei est impuissant à l'adolescence mais le sera tout au long de sa vie. Il aura d'ailleurs sa première expérience sexuelle à l'âge de 15 ans et pas une expérience anodine. Il va se jeter tout simplement sur une amie de sa sœur qui avait à l'époque que 11 ans et essayer de l'abuser et vu que c'était pas consenti forcément, l'ami de sa sœur va se débattre de toutes ses forces pour éviter d'aller jusqu'au bout de cet acte. Et à ce moment-là, Andrei, impuissant, je le rappelle, va avoir une éjaculation. Le fait que la jeune femme se débatte va provoquer chez lui de la jouissance. Et je pense que c'est le point de départ de tout. Sans surprise, sa vie sentimentale sera complètement chaotique, due principalement à son impuissance, mais également à sa timidité, sensibilité, mais principalement à son impuissance. Il va avoir quelques relations comme ça, qui dureront quelques mois en général, mais n'arrivant pas à avoir de rapport entre eux, la plupart des femmes le quitteront au bout de quelques mois et le laisseront comme ça, parce qu'il ne pouvait pas avoir une vie sexuelle. En 1954, après beaucoup de travail, il obtient son diplôme, avec brio, avec une bonne mention. Il voulait s'enrôler dans la politique, faire des choses comme ça, et demande du coup une bourse pour une grande université, qui malheureusement lui sera refusée, pour cause de ses notes, d'après les dires officiels, mais pour lui, encore une fois, il pense qu'il a été rejeté à cause du passé de son père et du passé de traître que l'URSS lui donne. Évidemment, ça le met hors de lui, il est très en colère, et à ce moment-là, décide de tout plaquer, il plaque l'école, et va se rendre dans une autre ville, la ville de Koursk, où il va travailler comme ouvrier pendant 3 mois, avant de finalement reprendre l'école en 1955. À l'âge de 21 ans, comme tous les garçons de son âge d'ailleurs, il va réaliser son service militaire pendant 3 ans à l'armée soviétique. Ça se passera plutôt bien, en tout cas il n'y a rien qui en ressort, quelqu'un de sérieux, voilà, il fait son service sans problème. Et lorsqu'il va terminer son service militaire, il va retourner dans sa ville natale pour rejoindre sa mère, sa sœur, et voilà, retrouver sa vie qu'il avait avant. Il va rencontrer une femme dans sa ville natale, où il va tomber évidemment amoureux. Ça se passera plutôt bien et malheureusement, forcément, il va y avoir un problème au niveau sexuel puisque, encore une fois, Andrei est impuissant. Cette femme va pas avoir de mauvaises intentions envers lui, mais va commencer à demander conseil à son entourage, à des gens, savoir comment elle pourrait l'aider pour combattre, ou en tout cas
améliorer ce côté-là. Et le problème, c'est que d'en avoir parlé à un peu de personnes, eh bien ça va fuiter dans le village et tout le village sera au courant que Andrzej est impuissant et les moqueries vont reprendre de plus belle et cette fois ciblées sur son problème sexuel. Et là, c'est juste insoutenable pour Andrzej, puisque déjà qu'il était moqué depuis tout petit dans son village, et bien là c'est trop en fait. Complètement humilié, Andrzej va quitter la ville, donc sa ville natale, pour partir vivre dans le nord, où il va s'installer dans une grande ville portuaire de Rostov-sur-le-Don, pas loin de la frontière Ukraine-Russie. Rapidement, toute sa famille va le rejoindre, sa mère, sa sœur vont le rejoindre dans cette ville-là et y habiter. D'ailleurs, sa sœur vivra dans son appartement avec lui pendant un moment et dira que ça se passait super bien, enfin il y avait une super entente entre eux et qu'elle n'imaginait pas que son frère allait faire tout ce qu'il va faire par la suite. En 1963, Andrzej va épouser une femme. Un mariage pas forcément d'amour mais plus de complaisance. C'était une amie de sa sœur et du mari de sa sœur à l'époque et voilà, c'était un mariage plus un peu arrangé. Ça se passera plutôt bien, voilà, ils se tolèrent et ils vont mettre en place des stratagèmes dans leur vie sexuelle pour pouvoir avoir des enfants puisqu'Andrzej, encore une fois, est impuissant. Je ne vous raconte pas les détails, vous pouvez le trouver sur internet mais bon c'est assez trash. Bon, je me suis fait strike ma dernière vidéo parce que j'étais beaucoup trop trash je pense dans mes paroles, donc je vais éviter. Mais du coup, grâce à ces stratagèmes, Andrzej et sa femme Feodosia Odnacheva, pardon pour les noms, auront 2 enfants. En 1965, ils auront une fille nommée Lyudmila et en 69, un garçon nommé Yuri. Dès qu'Andrzej va devenir père, il veut changer sa situation pour pouvoir offrir le meilleur à ses enfants. C'est pourquoi il va commencer à étudier le soir à la bibliothèque et étudier fortement pour devenir professeur et voilà, avoir un statut un peu mieux, de l'argent un peu plus pour pouvoir éduquer ses enfants et leur offrir encore une fois une vie meilleure. Il va commencer sa carrière de professeur à l'âge de 34 ans en tant que professeur de langue et littérature russe à l'école professionnelle numéro 32. Le problème, c'est que Andrzej est quelqu'un de sensible, encore une fois, de timide, et forcément en étant prof ça pose problème. Il va se retrouver bien rapidement la cible de moqueries de ses élèves qui se moquent de lui parce que il est timide, il prend pas la parole fortement, il a pas d'autorité en classe. Et du coup à ce moment-là, sa rage intérieure va encore plus grandir. Il en avait déjà pas mal, mais là ça commence à devenir beaucoup et ça commence à déborder. À partir de 1972, les idées noires qu'il a en tête vont commencer rapidement à prendre le dessus et ça va commencer à dégénérer. Juste après le décès de sa maman, en 1973, il va agresser une jeune fille de 15 ans pendant une excursion scolaire qu'il menait avec une classe d'élèves. Et quelques mois plus tard, il va recommencer avec une autre adolescente qui, cette fois, arrivera à s'enfuir. Et là, vous allez me dire, pendant une excursion, une adolescente, dire qu'il est prof, ça devrait se savoir. Oui, ça c'est su, mais l'école a tout fait pour étouffer l'affaire et disait souvent que c'était la faute des adolescentes. À ce moment-là, il est très souvent en charge des dortoirs du pensionnat de l'école, à surveiller que les enfants sont là, qu'ils dorment, qu'ils font pas des bêtises, et va commencer à errer dans les couloirs du dortoir et un petit peu regarder à travers les portes, les fenêtres, etc. dans le but d'apercevoir si possible des adolescents en train de se changer, donc de les voir tout nus. C'était sa volonté, il a commencé à faire ça. Il a commencé également à errer dans la ville, aller vers les toilettes publiques pour pouvoir aborder des adolescents ou des adolescentes. Il a acheté des chewing-gums pour pouvoir les appâter un petit peu. Il commence un peu doucement à développer son fantasme et à commencer à rentrer dedans de manière complètement obsessionnelle. Il va agresser régulièrement des adolescentes dans son école et évidemment, même si l'école veut étouffer l'affaire, face au nombre croissant de plaintes contre lui d'adolescents et de parents, l'école va le forcer à démissionner sans engager des poursuites contre lui, mais le faire tout simplement dégager de l'école. Il va retrouver très rapidement un poste dans l'école numéro 39. Ils n'auront pas connaissance de son background, puisqu'encore une fois, ils ont voulu étouffer dans l'ancienne école, mais sera rapidement dégagé, si on peut dire, plus à cause de licenciements économiques à ce moment-là que par ses attitudes assez bizarres. Il retrouvera quand même un poste hyper rapidement, en septembre 1978, dans l'école technique numéro 33 de Shakhtin, une ville minière entourée de lacs et de forêts à 47 km au nord de Rostov. Et à ce moment-là, il va y déménager avec toute sa famille. Ses activités morbides vont recommencer, il va continuer à agresser des jeunes filles, puisque agresser des jeunes filles lui faisait oublier son impuissance et lui provoquait une sorte de sentiment de puissance et de contrôle qu'il adorait. Et le pire, c'est qu'il l'adorait surtout quand les jeunes filles allaient le dénoncer juste après.
puisqu'en fait ces incidents étaient constamment dissimulés. Donc ça lui donnait encore plus une sensation de pouvoir faire ce qu'il voulait sans avoir de conséquences. Et malheureusement, à ce moment-là, le fait d'avoir laissé passer tous ces agissements et de n'avoir absolument rien fait contre lui et d'avoir tout dissimulé, va faire en sorte qu'un simple, entre guillemets, pervers devienne l'un des pires tueurs en série que l'Ukraine ait connu. Dans ce nouveau coin de paradis, avec des lacs, des forêts autour, Andrei va acheter une cabane sur la rue Mezovoï, et dans cette cabane, il va y amener très régulièrement des adolescentes, des prostituées, pour les agresser sexuellement et les laisser repartir. Mais le soir du 22 décembre 1978, les choses vont déraper. Il va emmener une fillette âgée seulement de 9 ans, Yelena Zakatnova. Il va tenter, comme à son habitude, de l'abuser sexuellement. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, Andrei est impuissant. Donc il les agresse sexuellement, mais très souvent ça bloque ici. Ce jour-là, il n'arrivera pas à avoir d'érection. Il n'arrivera pas, à cause de son impuissance, à faire ce qu'il voulait avec cette jeune fille. Il va se mettre dans une rage folle. En regardant cette jeune fille se débattre de toutes ses forces pour pouvoir lui échapper, il va l'étouffer. Voilà. Pour arrêter qu'elle se débatte, il va l'étouffer et va la poignarder violemment à l'abdomen et au niveau de la région sexuelle. Et au même instant, au moment où il poignarde cette fille, c'est la jouissance. C'est la première fois de toute sa vie qu'Andrei ressentira autant de plaisir qu'en tuant une fille, une personne. Pour s'assurer que la jeune fille est morte, il bandera les yeux et ensuite il l'étranglera pendant plusieurs minutes, avant d'aller jeter son corps dans une rivière non loin. Faut savoir qu'à cette époque-là, ce crime-là, Andrei aurait pu être arrêté si la police avait fait correctement son travail. Il y avait énormément de preuves qui reliaient Andrei à Yelena et qui auraient pu au moins le faire rentrer dans les suspects. Il y avait des témoins qui avaient vu Andrei avec Yelena cette journée-là. Il y avait du sang, il y avait le sac d'école de la petite qui a été retrouvé non loin de sa cabane. Il y a un portrait robot qui a été fait qui lui ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Mais non, la police va arrêter un ouvrier de 25 ans, Alexander Kravchenko, qui avait déjà purgé à ce moment-là une peine de prison pour meurtre et viol sur une ado, pendant que lui-même était adolescent. Donc il avait fait ce crime pendant qu'il était adolescent. Malgré le fait que cet homme avait un alibi en béton, il finira par avouer, pendant les interrogatoires à la police, le meurtre. À ce moment-là, on ne connaissait pas le fait que des gens avouaient des crimes, même s'ils ne les avaient pas faits, sous pression. C'était pas encore connu que des gens, quand ils étaient fatigués, avouer des meurtres tout simplement qu'il n'avait pas commis. Il va quand même se rétracter après en disant qu'il a avoué sous pression, mais ça ne sera absolument pas tenu en compte et malheureusement ce jeune homme sera condamné à mort et exécuté en juillet 1983 pour un crime qu'il n'a pas commis. Puisqu'on sait aujourd'hui que le meurtre de Yelena était le premier meurtre de Andrei. Après cet incident, après ce meurtre et après la condamnation à mort d'un innocent, Andrei ne tuera pas pendant plusieurs années, mais continuera d'agresser des élèves régulièrement à son école. Il finira d'ailleurs par être contraint de démissionner de cette dernière à cause du nombre trop important de plaintes contre lui. Et c'est à ce moment-là qu'Andrei va commencer à travailler en tant que commis à l'approvisionnement dans une usine de construction, un métier qui lui permet de beaucoup voyager et qui va faire en sorte qu'il va pouvoir justement réaliser tous ses fantasmes sans être puni. C'est à partir de septembre 1981 réellement que Andrei va se déchaîner et enchaîner les meurtres avec presque toujours le même mode opératoire. Il va repérer ses victimes avant de les attirer à l'abri des regards. Ensuite, il abusera d'elles avant de les poignarder violemment, de les mutiler à plusieurs reprises et il prend soin également de leur arracher les yeux, ce qui va être un signe distinctif que les victimes qu'on retrouve sont les siennes, puisqu'en général on retrouvera des entailles dans les cavités orbitales, mais également pour les corps les plus récents, il manquera les yeux. Sa seconde victime sera assassinée le 3 septembre 1981. Je ne vais pas vous énumérer évidemment toutes les victimes de ce tueur en série parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais commencer par les premières. Larissa Tkachenko, qui avait 17 ans, sortait de la bibliothèque publique du centre-ville quand elle va croiser la route d'Andrei. Andrei va l'attirer dans une forêt non loin de là, proche d'un fleuve, en lui disant de venir, qu'ils vont se détendre, boire de la vodka et passer un bon moment. La jeune fille ne se méfie pas et le suit, et une fois arrivée dans l'endroit, à l'abri des regards, Andrei va se jeter littéralement sur elle, lui arracher ses vêtements et tenter de la violer. Sans surprise, à ce moment-là, Andrei n'y arrivera pas, parce qu'encore une fois il est impuissant. Alors devant la jeune femme qui se débat farouchement, il s'enrage, il va lui mettre de la terre dans la bouche pour qu'elle se taise, avant de l'étrangler. Frustré par ce qu'il vient de se passer, il va se déchaîner sur le corps de Larissa. Il va, à ce moment-là, il n'avait pas de couteau sur lui, donc il va la mutiler avec ses propres dents. Il lui arrachera d'ailleurs le mamelon avec ses dents. Puis va recouvrir le corps de Larissa de feuilles, de branches, grossièrement,
et s'en aller. Et le corps de Larissa d'ailleurs sera retrouvé dès le lendemain par un promeneur et lancer une enquête dessus qui n'aboutira pas à ce moment-là en tout cas. C'est le 12 juin 1982 qu'Andrei va repasser à l'acte en arrêtant son regard sur une fillette de 13 ans, Lyubov Biryuk, qui rentrait chez elle à pied après avoir fait des courses pour sa mère. Andrei va jouer le gentil et commence à l'accompagner durant son trajet et engage la conversation avec elle. Et dès qu'ils seront à l'abri des regards cachés derrière un buisson, il se jettera sur elle, l'attrapera et l'entraînera rapidement dans une forêt. Dans le sous-bois, il lui arrachera sa belle robe à fleurs, puis la poignardera et la tailladera, en prenant soin encore une fois de lui enlever les yeux jusqu'à ce qu'elle meure. Le corps de cette jeune fille sera retrouvé le 27 juin, dans un état d'ailleurs quasiment squelettique. Le 25 juillet 1982, Andrei recommence et assassine Lyubov Volobouyeva, 14 ans, dans un verger. Le 13 août 82, il continue et tue un jeune garçon de 9 ans, Oleg Posidaïez, dans un bois près d'Enem. Le 16 août 82, c'est Olga Kuprina, 16 ans, qui croisera le chemin d'Andrei dans un village à l'est de Rostov. C'était une fugueuse. En septembre 82, il assassine un orphelin de 15 ans, Sergei Gouzmin. Les meurtres vont commencer à s'enchaîner de façon exponentielle. Personne ne peut l'arrêter, la police ne comprend pas cet amoncellement de corps qui leur arrive comme ça. Et c'est, je vous dis à ce moment-là, qu'ils ne veulent pas mettre un nom dessus, ils ne veulent pas dire que c'est un tueur en série, c'est pas possible, ça n'existe pas dans l'Union soviétique, ça n'existe que dans les pays occidentaux. Mais ça, toute l'enquête, on y reviendra après. En septembre, un corps sera retrouvé en état de décomposition avancée. Il était près d'une école où Andrei avait enseigné. Elle sera identifiée d'ailleurs comme étant Irina Karabelnikova, une SDF de 18 ans qui se prostituait. Et d'ailleurs, un autre squelette sera retrouvé non loin de celui d'une autre de ses victimes, celui d'Olga. Les corps vont vraiment être partout. Ça va être un déchaînement de violence que les policiers ont rarement vu. Donc évidemment, les enquêtes de la police n'avancent pas. Ils enquêtent sur chacun des meurtres séparément. Et malgré le fait qu'ils ne veulent pas dire que c'est un tueur en série, une équipe sera mise en place, quand même une équipe de 10 hommes, pour travailler à temps plein sur cette enquête. Parce que les corps ne font qu'augmenter encore une fois, et ça fait plusieurs années au final qu'ils ne résolvent pas les meurtres de la région. Et parmi ces 10 hommes recrutés pour gérer, entre guillemets, cette équipe, il va y avoir un sous-lieutenant de criminologie, Viktor Bourakov, 37 ans, qui sera clairement un homme qui ne lâchera rien toute sa vie. Victor d'ailleurs va comprendre très rapidement, lui, qu'il s'agit d'un tueur en série et pas de crime isolé. Le 10 décembre 1982, Olga Talmachenok disparaît après un cours de piano. Son corps sera retrouvé 4 mois plus tard, le 14 avril 1983, et Andrei s'est littéralement acharné dessus. Son corps était retrouvé dans une sorte en fait de trou gelé. À l'époque il faisait froid, c'était l'hiver, et en fait son corps a gelé, ce qui a permis de justement garder l'état du corps dans lequel Andrei l'avait laissé. Le crâne de la jeune fille était perforé, tout comme la poitrine et l'estomac. Il y avait environ 50 coups de couteau, visant principalement le cœur, les poumons et les organes sexuels, sans oublier des cavités orbitales vides. En juillet 83, Andrei va assassiner une mère SDF de 2 enfants dans un bois près de la station de bus Tchanki, Ludmila Koutchouba. Encore une fois, je ne vais pas vous détailler la liste des victimes, mais je vous montre à quel point ça s'enchaîne. C'est vraiment sans fin. Tous les mois, il y a un nouveau corps qui est retrouvé. Tous les mois, il y a une nouvelle victime qui est tuée. Et c'est juste incroyable, lunaire, à quel point il arrive à faire ça de façon normale. Les corps vont continuer de s'enchaîner. La police n'a pas d'éléments, n'arrive pas à avancer dans l'enquête. Il n'y a rien, pas de témoins, pas de preuves, rien. Dans le parc des aviateurs de Rostov-sur-le-Don, on retrouve plusieurs corps avec les mêmes caractéristiques, encore une fois, que les autres. Irina Dunenkova, 13 ans, et Igor Goudgov, âgé seulement de 7 ans. Et c'est à ce moment-là que le travail de la police est encore plus délicat parce qu'il s'attaque vraiment autant à des enfants de 7 ans qu'à des mamans de 32 ans. Vraiment, ils ne savent pas, des femmes, des hommes, et du coup pour eux c'est hyper compliqué de se dire que ça vient que d'un seul homme. Pendant l'enquête, plusieurs suspects vont être arrêtés, plusieurs suspects d'ailleurs vont avouer les crimes sous pression, encore une fois. C'était pas connu, encore une fois, que les gens pouvaient se dénoncer pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Beaucoup de fois la police fera fausse route, mais Victor, le sous-lieutenant, continuera à chaque fois de se dire que non, il n'a jamais la bonne personne. Lui a une intuition, il sait que ça vient d'un seul et même homme,
et à chaque fois qu'ils arrêtent un suspect, il le sait, il le sent, son intuition ne le trompe pas, ce n'est jamais les gens qu'ils arrêtent. En 1984, le corps d'une jeune femme de 17 ans est retrouvé, celui de Natalia Chalapinina. Elle avait été littéralement éventrée et sa lèvre et son nez ont été retirés, mais ses yeux étaient intacts. À ce moment-là, évidemment, ça met le doute dans la tête de la police. Est-ce que c'est le même tueur ou pas? Mais Victor, encore une fois, suit son intuition et pour lui, c'est le même. Peut-être qu'il prend de la confiance, il se renseigne auprès de psychologues à ce moment-là, des psychiatres, pour l'aider à dresser un profil, en tout cas, de cet homme, et beaucoup pensaient qu'il enlevait les yeux par manque, en fait, de confiance en lui, pour déshumaniser ses victimes, et le fait qu'il prenne confiance au fur et à mesure de ses victimes, eh bien peut-être que là, il s'en fout, en fait. Il n'y a plus besoin d'enlever les yeux. Et pour la première fois, grâce à ce corps, on va retrouver justement des preuves dessus, du sang et du sperme, qui seront évidemment très utiles. Sachant que Victor fait partie des spécialistes de l'ADN à l'époque. C'est à ce moment-là que le tueur commence à prendre beaucoup d'assurance, mais également commet des erreurs. Il sera d'ailleurs aperçu, Andrei, avec un enfant de 10 ans, Dimitri Tashchinkov, juste avant que ce jeune homme disparaisse. Et d'ailleurs, ce jeune homme sera retrouvé mort. Un portrait robot, encore une fois, sera fait, mais encore une fois, le problème, c'est que la plupart de la police ne veut pas croire à un tueur en série. C'est très énervant, je le rabâche, mais ils ne veulent pas y croire, ce qui fait que les meurtres, la police travaille entre guillemets sur les meurtres séparément, même s'il y a une équipe qui est consacrée à ces affaires, mais de leur côté, ils travaillent, et ce qui fait que le portrait robot ne circulera juste pas du tout. Ils s'en foutent, enfin ils le gardent pour eux, mais il ne circulera pas dans les autres brigades. À la fin de l'été 1984, la police dénombrait 24 victimes, probablement tuées par la même personne. À ce moment-là, on était à un nombre de 24 corps qui ont été retrouvés. Et d'ailleurs, ils se rendront compte qu'à chaque fois, il y avait du sperme sur les victimes. Et non en elles, mais dessus. Le sperme sera analysé et reviendra comme quoi il contient l'antigène AB. Retenez ça, c'est hyper important. À ce moment-là, l'affaire prend une telle ampleur que le ministre de l'Intérieur nomme une douzaine d'hommes supplémentaires pour l'affaire. Dans l'équipe des 10 hommes de base, il en nomme 12 supplémentaires et une force spéciale de 200 hommes et femmes qui participeront de près ou de loin à toutes les interventions concernant cette affaire. Ça devient une priorité nationale. C'est un danger public. À ce moment-là, Victor Boulakov, qui est dans l'affaire depuis le tout début, sera nommé à la tête de cette nouvelle équipe d'investigation sur l'affaire, puisqu'il la connaît mieux que personne. Ça fait des années qu'il travaille dessus, il méritait ce poste. Victor est très content d'avoir ce poste, mais évidemment c'est très lourd à porter sur ses épaules, puisqu'il est responsable de toutes les décisions qui seront prises par cette dernière. Et d'ailleurs, Victor va établir un plan. Des policiers sous couverture seront en surveillance dans les gares routières et ferroviaires de toute la ville, puisqu'ils estiment que le tueur repère ses victimes dans ces endroits. Je vous dis le profil recherché, le profil qui a été établi à cette période sur Andrei. Homme d'environ 30 ans, grand, mince, groupe sanguin du coup AB, prudent, intelligent, s'exprime bien, persuasif, voyage et vit sûrement avec sa mère ou sa femme, peut-être un ancien patient psychiatrique ou un toxicomane, a sûrement des connaissances en anatomie et sait manier un couteau. Voilà ce que les policiers avaient comme profil à rechercher dans les gares et à surveiller et évidemment à interroger s'ils trouvaient un profil similaire. Et à chaque fois qu'ils trouveraient un profil qui les intéressait, la police avait comme mission de les arrêter, de les interroger et surtout de leur faire une prise de sang pour pouvoir comparer justement leur groupe sanguin au groupe sanguin retrouvé dans l'antigène du sperme. Peu de temps après ça, un policier en civil, Alexander Zamzowski, repère un homme très suspect à la gare routière de Rostov. L'homme portait de grandes lunettes et avait une mallette avec lui. Et l'homme allait aborder des adolescentes dans la gare. Il était près d'une adolescente et quand celle-ci monte dans le bus, l'homme se lève et part vers une autre adolescence et engage la conversation. Il est trop proche des adolescentes et son comportement est bizarre et physiquement il ressemble au profil recherché. Face à ce comportement, Alexander décide d'aller interroger cet homme. Cet homme face à lui se nomme Andrei, âgé de 47 ans à ce moment-là. Andrei va s'expliquer en disant que son comportement est tout simplement étrange peut-être, mais parce que avant il était prof, aujourd'hui il ne l'est plus et le contact avec les étudiants lui manque. Donc voilà, ça lui arrive de discuter un peu avec les élèves, les jeunes. Le policier se dit « Ouais, bon, ok, l'explication vous colle, il n'y a pas de souci. » Il le laisse partir, et voilà. Il avait Andrei devant lui, il le laisse partir. Mais Alexander continue sa surveillance, et quelques temps plus tard, il retombe sur Andrei dans une gare, et son comportement est toujours hyper bizarre.
Cette fois-ci, il décide de le suivre discrètement jusqu'à monter dans le même bus que Andrei et l'observe durant le trajet. Il se rend compte qu'Andrei est trop proche, cette fois, des adolescentes, au point que, bon, déjà il les aborde, mais il regarde de façon très intense la poitrine des adolescentes, il les effleure avec la main, jusqu'à finir par carrément se frotter sur une adolescente. À ce moment-là, Alexander l'arrête pour conduite indécente en public, et l'interroge encore une fois sur sa façon d'être. Faut savoir que Andrei se baladait constamment avec une mallette. Il était d'ailleurs moqué à son travail parce qu'il avait tout le temps la mallette avec lui, c'était hyper bizarre de le voir avec ça. Et du coup, Alexander, le policier, décide d'ouvrir la mallette et de regarder ce qu'elle contient. À l'intérieur de celle-ci, il n'y a pas grand-chose. Il y a un pot de vaseline, un morceau de corde, une serviette sale, mais surtout un couteau de cuisine de 20 cm. Et là, c'est bizarre. Un homme d'affaires qui voyage se balade avec une mallette avec ça, c'est hyper suspect. Il correspond, en tout cas au profil recherché, et dans sa mallette, il y a quand même tout l'attirail du perpétueur. À ce moment-là, Andrei va tenter évidemment de s'expliquer en disant « Oui, mais non, vous inquiétez pas, la vaseline, c'est parce que quand je suis à l'hôtel et que je dois me raser et que j'ai pas de mousse à raser, je prends de la vaseline. La serviette et le couteau, quand je dois manger sur le pouce parce que je voyage tout le temps, ça me permet de couper mon saucisson. » Voilà, donc en fait, il a vraiment une excuse pour un peu tout. Mais Alexander, cette fois ça passe pas. T'as réussi à me berner une fois, tu le feras pas deux fois. Alexander, il est persuadé d'avoir en face de lui le tueur qu'il recherche depuis maintenant plusieurs années, et du coup va presser le procureur pour venir interroger Andrei parce qu'il est sûr que c'est lui. Mais l'enquête ne sera pas confiée aux bonnes personnes, aux bons policiers qui étaient chargés de l'enquête. Bien évidemment, la police c'était n'importe quoi à ce moment-là, vraiment. Du coup, ils vont tout simplement lui faire une prise de sang et attendre les résultats de sa prise de sang, déjà pour voir s'il correspond au groupe recherché, et ils ne vont absolument pas faire d'enquête de voisinage, d'enquête de proches sur le passé d'Andrei, essayer de comprendre qui il est, d'où il vient, quelle ville il a parcouru, s'il ne serait-ce qu'il y avait un lien sur les lieux où les victimes ont été retrouvées et le parcours d'Andrei. Rien du tout. Ils attendront juste le retour d'analyse et il s'avère que Andrei est du groupe sanguin A et non AB. Ça leur suffit, le groupe sanguin n'est pas le bon, c'est pas lui. Au revoir. Et là, même vous comprenez pas. Et on y reviendra après. La police fait confiance à son labo. À ce moment-là, ils connaissent pas exactement tout, mais ils font confiance. Donc forcément, ils le laissent partir. Mais ils prendront même pas ne serait-ce que le soin d'analyser le couteau et la valise d'Andrei, qui pourtant avait du sang dessus. Les mois continuent de défiler, les corps continuent de s'entasser. Victor continue de faire appel à des psychiatres, vraiment à beaucoup de personnes pour l'aider à dresser le profil, à essayer de comprendre qui il est. Et il ira même du coup jusqu'à consulter un tueur en série qui avait été arrêté il n'y a pas très longtemps pour avoir tué 7 garçons, Anatoly Slivko, voilà, pour lui expliquer le mode opératoire de cette personne et essayer de comprendre ce que des tueurs en série comme lui d'ailleurs ont dans la tête et lui demander si pour lui le profil qu'ils ont dressé peut correspondre. C'est assez étonnant, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, il est désespéré. Il n'arrive pas à choper, il n'y a pas de preuves, il n'y a rien en fait. Enfin, mettez-vous à la place de la police. En plus, il communique pas du tout. Victor était l'un des seuls à croire que c'était un tueur en série, donc il essaye tous les moyens. Il se fera énormément moquer évidemment par ses confrères, parce qu'il a demandé de l'avis à un psychiatre et à un tueur en série, qui d'ailleurs confirmera que son profil est le bon. Et d'ailleurs, Victor comprendra à ce moment-là qu'un tueur en série peut compartimenter dans sa tête vraiment ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, pour qu'en interrogatoire, eh bien, ça se voit pas en fait. Genre, c'est pas marqué sur leur front qu'ils sont des tueurs. Que même en interrogatoire, il peut mentir hyper facilement et même confronté, ça peut passer. Mais fin 1985, les meurtres s'arrêtent. Sûrement dû à la surveillance accrue dans les gares, Andrei fait une pause. Mais surtout, Andrei est grand-père. Sa fille donne naissance à un petit garçon à la même période. Donc possiblement il s'est arrêté juste parce que il était devenu grand-papa. Mais dès l'été 1986, les meurtres reprennent avec la découverte de nouveaux corps, puis s'arrêtent de nouveau toute l'année 1987. Victor ne trouve plus aucun cadavre, il a même peur que le tueur soit mort et qu'il ne puisse pas l'arrêter. Ça devient vraiment angoissant, presque, de ne plus avoir de meurtre, parce que là il se dit ça y est, c'est fini, il est mort, ça se trouve, vous arrêtez, ils le trouveront plus, lui c'était devenu le but de sa vie. Mais en réalité, Andrei, il n'a pas arrêté de tuer, pas du tout. Il a continué, mais juste beaucoup plus loin. Il s'est éloigné de son terrain de chasse habituel parce qu'il y avait trop de surveillance et s'est juste exporté plus loin, à 2000 km, et continue de tuer malheureusement plein de gens. Mais il y a un rebondissement qui va avoir lieu en 1988 et qui va tout changer. Le ministère de la Santé va apprendre aux enquêteurs qu'il arrivait que le type du sang dans les sécrétions ne corresponde pas au groupe sanguin. C'est-à-dire que dans des cas très rares,
Le groupe sanguin pouvait être différent dans le sang que dans le sperme. Et là, c'est l'effarement. Tous les suspects que la police avait interrogés et fait des prises de sang, et qui se sont avérés différents, leur groupe vs le groupe dans le sperme, ben ils les ont écartés tout simplement, puisqu'ils faisaient confiance à leur labo. D'ailleurs, dont Andrei. Et là, ils apprennent qu'en fait, bah non, ça aurait pu être eux en fait. C'était pas fiable comme façon de faire. Malheureusement, malgré ça, ils commencent à reprendre l'enquête depuis le début pour essayer de voir les suspects les plus plausibles. Mais pendant ce temps-là, Andrei va enchaîner les meurtres en 1989 puis en 1990 sans que la police puisse l'arrêter. C'est un déferlement de haine qui va se passer. C'est une catastrophe. C'est seulement le 6 novembre 1990 qu'un policier va remarquer un homme sortant de bois, pas loin d'une gare, qui va porter des traces de sang sur le visage et de l'herbe sur le pantalon. L'homme est en train de se laver les mains et peu de temps après, on va retrouver justement un corps dans la forêt. Le policier croise le profil recherché avec cet homme et se rend compte que cet homme-là a déjà été suspecté dans l'affaire, mais que son groupe sanguin l'avait disculpé. Et là, le hasard, non, il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard. C'est cet homme. Le 20 novembre 1990, Andrei va être arrêté devant son domicile familial. Les enquêteurs vont découvrir un couteau dans sa mallette, comme à son habitude, et c'est à ce moment-là que les interrogatoires vont commencer. Ils ont enfin arrêté un suspect plausible, mais surtout, nous on le sait, ils ont arrêté le bon. Mais les interrogatoires, ça va être un enfer. Andrei ne lâche rien, il nie tout en bloc, c'est pas lui, non, il a jamais rien fait. Et en fait, il a la tête dure, hein. Il n'a pas envie de craquer, et c'est pas du tout ça. Il teste énormément de techniques d'interrogatoire différentes sur lui, qui ne fonctionnent pas. Ils finissent même par le mettre en cellule avec un informateur de leur service, en couverture, pour essayer de le faire parler. Et puis d'ailleurs, l'informateur dira qu'il dira rien, hein, tant qu'ils seront agressifs avec lui comme ça, il dira rien. Et les jours vont passer, et il craque pas en fait, il n'a pas envie. Jusqu'à ce qu'il fasse venir un psychiatre. Ils vont faire venir un psy dans la salle d'interrogatoire qui va commencer à parler de Andrei, de sa vie, lui expliquer qu'il comprend un peu ce qui se passe, il lui raconte et détaille son profil. Il va être tellement choqué, Andrei, de voir que il vise dans le mille, que là il va commencer doucement à se livrer, mais à demi-mot. Il va commencer à écrire des lettres, en expliquant des choses, en avouant vraiment, pas les meurtres, mais en commençant. Jusqu'à finir par avouer totalement que c'est lui, en fait. C'est lui, ils ont attrapé le bon. Et il va avouer tous les meurtres, et commencer à raconter sa vie, en détail, son parcours. Et là, c'est l'effarement. À ce moment-là, la police pensait qu'il y avait un nombre de victimes qui s'élevait à 34 personnes. Et plus Andrei raconte, en détail, ses crimes, mais via des dessins aussi, il dessine les scènes de crime, il reproduit sur des mannequins aussi ce qu'il faisait, etc. Puis il se rend compte que le compte, il est loin d'être bon. Et que là, Andrei vient de raconter le meurtre de 55 personnes. Il y avait 20 victimes supplémentaires qu'il n'avait pas trouvées. Et d'ailleurs, Andrei, à chaque fois que un des corps n'a pas été retrouvé par la police, pour prouver ses dires, puisqu'il faut malheureusement, entre guillemets, qu'il prouve que c'est vrai ce qu'il dit, et bien, via des cartes où il emmenait les policiers, via là où les corps étaient. Et en fait, en tout, il y a 55 victimes, mais la police en retiendra que 52, parce que 3 corps n'ont jamais été retrouvés. Ils n'ont pas réussi à retrouver 3 corps, donc sans corps, sans preuve, ils ne pouvaient pas l'inculper pour ces meurtres-là. Mais en tout, il sera du coup inculpé pour 52 meurtres. Et bon, il a été honnête en délivrant les 52, mais il y en a qui pensent qu'il y en a plus parce que peut-être qu'il se rappelait pas de tout le monde, ou que... Vous voyez, enfin, peut-être qu'il n'a pas tout avoué non plus. Parmi ces 52 victimes, il y aura 21 garçons de 8 à 16 ans, il y aura 14 fillettes avec des âges à peu près similaires, et 17 femmes adultes qui seront tuées sous les mains d'Andrei. Le procès va s'ouvrir le 14 avril 1992. Andrei sera placé dans une cage en fer avec des barreaux dans la salle du tribunal pour le protéger des familles des victimes, qui sont évidemment extrêmement nombreuses et extrêmement remontées. Surtout que Andrei a une attitude complètement dédaigneuse envers le système judiciaire ou les familles. Voilà, il les regarde de haut, il s'en fout, enfin, il a envie qu'on parle de lui mais pas des victimes. Quand on commence à parler de l'affaire, il s'en fout, il commence à dire que oui mais moi, on s'est moqué de moi toute ma vie, je suis impuissant. Pour prouver qu'il est impuissant, il baisse son pantalon, il montre son sexe devant tout le monde. C'est vraiment n'importe quoi, il insulte tout le monde. Il a dû être retiré du procès, enlevé de la salle plusieurs fois, tellement il gueulait, il pétait un câble, il était horrible. Quand ils ont commencé à parler des victimes masculines, il y en a quand même eu 21 de victimes masculines, et bien forcément les psychiatres s'enchaînent à la barre, mais lui il hurle de toutes ses forces que non, il est pas homo.
À cette époque-là, en plus, dans ces pays, c'était vraiment considéré comme horrible d'être homosexuel, hein, c'était vraiment pas du tout bien vu. Donc du coup, il avait vraiment une attitude juste abusée, complètement horrible, et du coup, voilà, le procès se déroulera comme ça, de façon juste horrible pour les familles déjà. À ce moment-là, beaucoup disaient qu'il jouait la folie, hein. Très clairement, il faisait exprès de pousser à bout tout le monde, d'hurler comme ça, de se faire passer pour fou, pour essayer de minimiser un peu les actes qu'il a fait. Alors fou ou pas, on sait pas, hein, mais dans tous les cas, qu'il a fait, qu'il soit fou ou pas, c'est une abomination. Donc du coup, la décision du tribunal sera prise le 15 octobre 1992 et il sera condamné évidemment à mort pour les meurtres de 52 femmes, enfants et adolescents entre 1978 et 1990, soit 52 victimes en 12 ans. Autant dire que c'était l'un des tueurs les plus prolifiques de cette période-là, en tout cas en Ukraine. Il a fait énormément de victimes. On parle souvent des Ted Bundy, des Jeffrey Dahmer, etc. Mais c'est des nombres de victimes qui sont tout petits par rapport à lui. C'est pour ça que ça m'étonne qu'on ait jamais parlé. Et il sera du coup exécuté avec une balle dans la nuque le 14 février 1994. J'avais 1 an. J'avais même pas 1 an, j'avais quelques mois. Mais c'est vrai que franchement cette histoire je la connaissais pas et ça m'étonne parce que la violence des actes, parce que bon le mode opératoire était quand même très très violent, hein. Il passait son temps à enlever des personnes plus ou moins âgées et puis les tuer à l'abri des regards, mais les mutiler complètement, hein, à coups de 50, 60 coups de couteau en général, enlever les yeux, enlever des parties du corps. Il y a eu des histoires comme quoi peut-être qu'il aurait mangé le corps de ses victimes aussi, qu'il prélevait, parce que c'était tellement abîmé, puis bon la plupart des corps étaient retrouvés dans des états quasiment squelettiques, donc on parle d'anthropophagie, mais j'ai pas vu de preuves. Franchement, pourtant, vous voyez bien toutes les recherches, là j'ai vraiment condensé au maximum l'histoire, hein, sinon c'est une histoire que je vous aurais racontée pendant des heures et des heures, parce que toutes les victimes ont le droit normalement d'avoir leur moment de lumière, entre guillemets, et qu'on rappelle un peu ce qui s'est passé, mais ça aurait été beaucoup trop long, 52 personnes vraiment. Mais j'ai le détail des 52 personnes. En fait, je me suis appuyée réellement d'un livre, d'un e-book que j'ai trouvé qui fait, je sais pas, 200 pages. Et je me suis plongée dans l'affaire, j'étais vraiment mon cerveau retourné. J'ai mis beaucoup de temps à écrire ce script, mais j'espère en tout cas que c'est compréhensible pour vous, que j'ai réussi à condenser pour vous parler de l'enquête qui a été très compliquée, mais également de cet homme, de son background et également de tout ce qu'il a fait durant sa vie, comment il l'interprétait, etc. Il y a beaucoup d'aspects psychologiques qui rentrent en jeu. Évidemment, à ce moment-là, la police a été beaucoup décriée puisque c'était un tueur en série en fait. Et puis Victor avait raison dès le début. Mais le fait que l'Union soviétique ne voulait pas admettre qu'un tueur comme ça pouvait exister dans leur pays, ça a évidemment ralenti l'enquête fois 1000, hein, forcément. J'espère que cette histoire vous ne la connaissiez pas. Si c'est pas le cas, ou si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à interagir avec cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir, ça la fait grandir, ça montre que ça vous plaît et c'est hyper cool. Merci évidemment pour tous vos commentaires, je les lis, je réponds, ça me fait hyper plaisir forcément. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma petite boutique en ligne, comme d'habitude, je fais des créations fait main, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous avez envie de faire plaisir, de décorer votre maison avec des créations que je fais avec mes petites manos, n'hésitez pas. Et sur ce, écoutez, je vais vous dire à lundi prochain pour la prochaine vidéo, et sur ce, adieu.